que je voyais en errance, justement, les patients passaient de cabinet, parfois, au bout de 3 4 ans seulement, on leur dit, ah bah tiens, vous faites du bruxisme. Et donc, en fait, les muscles de la mâchoire sont reliés nerveusement à des parties du cerveau qui sont en lien, notamment avec l'hypothalamus, le système limbique, donc aux émotions. On vit aujourd'hui dans une société qui nous freine mentalement, qui Mhm. nous crée, si tu veux, une forme d'ego, de protection. Il faut pas pleurer, il faut pas crier. Tu es toujours conscient de ce qui se passe. Donc tu peux avoir des visions, tu peux avoir des insights, tu peux avoir des choses du passé qui remontent. Il y en a qui parlent de transgénérationnel. Tu peux avoir des pleurs, des cris, tu peux avoir beaucoup d'amour. Tu as énormément de choses qui se passent. De s'intéresser à son corps et à son esprit, c'est s'ouvrir un espace où la santé pleine va émerger. Ok. Alors aujourd'hui, on va parler du bruxisme. Le bruxisme, c'est grincer des dents, de jour comme de nuit d'ailleurs. J'ai cru comprendre quand je t'ai rencontré. Et ça touche de plus en plus de personnes, et souvent sans qu'elles comprennent pourquoi. C'est vrai qu'autour du bruxisme, on retrouve beaucoup d'errance thérapeutique. Des gens qui ne savent plus comment soigner avec des gouttières, Mm. avec de la rééducation maxillofaciale, avec enfin voilà, tout un tas de consultations. Et la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est seulement mécanique ou est-ce que c'est le reflet de ce qui se passe dans notre esprit? Et donc aujourd'hui, j'ai invité Étienne Young-Wayman. T'es kiné spécialisé en maxillofacial. Je l'ai bien prononcé, c'est comme C'est ça? parfait, c'était Ouais, parfait. super. Voilà, donc t'es kiné spécialisé en maxillofacial et tu t'intéresses de près au bruxisme. Et ta vision, elle dépasse largement la mâchoire dans le sens où tu vas aussi travailler par le biais du souffle, de la méditation. Et tout ça évidemment basé sur la science, parce que tu es un homme de science, de ce que j'ai compris. Mm. Et tu vas nous éclairer sur ce qui se joue entre le corps et l'esprit. Ok, Donc dans cet épisode, ce que les auditeurs vont comprendre, c'est pourquoi le bruxisme, qu'est-ce que c'est et comment il apparaît. Comment le stress, les émotions et l'état mental peuvent influencer la mâchoire et toute la mécanique de la mâchoire. Pourquoi la respiration, ça peut être un pont direct entre le corps et l'esprit. Et on pourrait même qualifier, je pense, la respiration de télécommande du système nerveux. Et comment intégrer le souffle, justement, en pleine conscience au quotidien pour soulager les tensions. Mm. Et à la fin de cet épisode, eh ben, les auditeurs auront une vision claire du lien entre le bruxisme, le stress et les émotions, des outils pratiques de respiration pour détendre la mâchoire et calmer l'esprit, et une compréhension nouvelle du corps comme messager. C'est parti? c'est parti, let's go. Ok, super. Eh ben, Étienne, est-ce que tu peux nous expliquer comment toi t'en es venu à t'intéresser au bruxisme et à cette approche globale du corps et de l'esprit? Ok. Alors, faut savoir, bon, tu l'as bien dit, moi je suis spécialisé en maxillofacial depuis que j'ai commencé en fait à exercer en tant que kiné. Ça a été toujours un peu ma passion, la mâchoire, de voir un peu comment fonctionnait la tête, la mâchoire. Et il faut savoir que dans cette dimension mâchoire, il y a un aspect très psychologique de la chose. Donc on est obligé d'avoir une approche très mentale, très esprit des pathologies de mâchoire, et notamment les pathologies telles que le bruxisme. Encore faut-il qu'on puisse l'appeler une pathologie. Et donc petit à petit, si tu veux, je voyais pas mal de patients qui venaient au cabinet avec souvent la même problématique. J'ai mal à la mâchoire, je serre des dents, je grince des dents, j'ai des mimiques. Et souvent on me dit, bah tiens, je serre des dents, je viens parce que je fais du bruxisme, soignez-moi, quoi, on va dire. Et donc moi, forcément, bah, avec mes petits outils, je tente, je teste. Parfois ça marche, beaucoup de fois ça ne marche pas. Et donc je cherche des outils en fait petit à petit pour pouvoir aider au mieux et de façon efficiente mes patients. Donc je vais me former, je vais regarder dans toute la littérature scientifique, j'épluche des articles, les guidelines, les gold standards, et en fait, au fil de ma recherche, à force de creuser, je me rends compte que bah, le bruxisme déjà c'est pas une pathologie, ça fait partie du corps, c'est un mécanisme de protection, et que pour pouvoir contrôler le bruxisme, eh ben, c'est impossible. C'est quelque chose qui est automatique. Par contre, ce qu'on peut essayer de changer, c'est la façon de voir le bruxisme en tant que tel, mais aussi notre perception des choses. Et c'est ça qui va petit à petit influencer le bruxisme. Avant, on voyait ça comme une pathologie. Aujourd'hui, en fait, c'est plus quelque chose qui va découler d'une pathologie, un symptôme, on va dire.
Et si tu veux, dans le quotidien, on a souvent tendance à vouloir traiter le symptôme du bruxisme, c'est-à-dire les tensions, l'érosion dentaire. Donc on va proposer des gouttières, on va proposer des injections de toxines botuliniques et de la rééducation aussi, des exercices, du massage. Mais tout ça, c'est vraiment, à mon sens, venir s'intéresser à la surface, on va dire la surface émergée de l'iceberg. Et on s'intéresse pas en profondeur, c'est-à-dire l'origine. Et dans mon parcours, si tu veux, ça me suffisait plus. Moi, il fallait vraiment que j'aille vraiment en profondeur parce que euh, j'aime pas l'échec. Je pense que comme beaucoup de monde, nous n'aimons pas l'échec, aussi bien pour moi, mais pour mes patients. Et c'est pour ça que j'ai commencé à essayer de trouver des alternatives de par une meilleure compréhension du bruxisme, de ce que c'est, quel est le mécanisme, comment ça intervient, et de trouver voilà, une solution aux différentes origines. Qu'est-ce qui t'a amené, toi, à t'intéresser particulièrement au bruxisme? C'est vraiment, ça a été un grand questionnement, c'est-à-dire que dans mon exercice, il y a les pathologies de mâchoire, il y en a plein, mais le bruxisme, c'était vraiment ce qui ressortait le plus. Et comme j'aime bien les challenges, c'était ce qui était le plus challengeant. C'était de pouvoir aider en termes de pourcentage le plus de patients. En gros, c'était un peu, si tu veux, l'échec thérapeutique au cabinet que je voyais en errance justement les patients passer de cabinet. Parfois, au bout de 3 4 ans seulement, on leur dit ah bah tiens, vous faites du bruxisme et donc ils atterrissent au cabinet. Et pour moi, ça va pas, ça. C'est du temps perdu, c'est de l'argent perdu, c'est de la vie, du temps de vie perdu aussi. Et donc c'est comme ça où je me suis dit bah en fait il faut que j'y aille quoi. Mmh. Ouais, puis de la souffrance aussi, hein. C'est des Tout patients à qui fait. sont en Mm, souffrance en général. Souffrance physique, souffrance mm, psychologique aussi. tout à fait. Ok. Donc toi, t'es parti de la kiné classique, tu t'es spécialisé en maxillofacial, et au final, t'arrives jusqu'à la méditation et au breathwork. Ouais. Est-ce que dans tout ça, il y a eu un événement marquant où tu t'es dit le corps et l'esprit, ça peut pas être dissocié? Est-ce que c'est dans ta formation maxillofaciale, par exemple, qu'on t'a dit il y a aussi une dimension mentale? Non, du tout. C'est-à-dire que dans les formations de kinésithérapie, de façon générale, aujourd'hui, on est dans une ère où c'est très prouvé par la science. En fait, les pratiques ont besoin d'une base et des fondements scientifiques, c'est-à-dire des pourcentages, des gold standards, des choses qui sont dictées en fait par le plus grand nombre, donc la science. Et dans toutes les formations, on ne parle pas de cette dimension un peu plus psychologique, mentale, esprit. Pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a eu un événement particulier? On- Pas vraiment. C'est-à-dire que c'est au fil de mes recherches où là, je me suis dit, bah, c'est venu un peu petit à petit. Si tu veux, c'est comme tout travail, tu vois, ça s'est fait vraiment, je vais pas dire sournoisement, mais discrètement. Et c'est par des expériences, des essais-erreurs que je me suis dit, bah là, en fait, c'est plus dissociable. Si je devais parler d'un événement, ça serait vraiment euh, la découverte de la méthode Wim Hof avec les bains de glace où il nous montre concrètement que l'esprit a un pouvoir sur le corps, sur notre perception des choses. Et ça a été un peu, si tu veux, la frontière en fait que j'ai franchie en essayant les bains froids, en me mettant à la méditation un peu tous les jours. Et petit à petit, en fait, ça s'est fait progressivement. Parce que moi-même, je faisais du bruxisme. Et quand j'ai franchi à cette époque-là, c'était une époque où mon petit il dormait pas, c'était assez stressant au travail, enfin dans le couple, enfin il y avait plein d'événements qui faisaient que je m'étais remis vraiment à serrer fort des mâchoires. Et là je me suis dit bah en fait c'est un peu idiot de proposer une alternative aux patients mais que moi-même je me soigne pas. Donc il fallait absolument que je trouve quelque chose. Et c'est là où en essayant la méditation, la respiration, les bains froids, que je me suis dit, ah bah tiens, j'arrive à le faire sur moi, donc je veux le partager aux autres. C'est des choses qui sont faciles, entre guillemets, à mettre en œuvre. C'est des petits gestes, mais qui sont pas évidents non plus, il faut être accompagné. Et c'est là où Ok. j'ai commencé à creuser un peu le sujet, et notamment à travers la science cognitive, les neurosciences, sur comment ça fonctionne, etc., et de mettre tout en lien. Ok. Et quand tu dis que c'est un symptôme,
C'est à peu près ça que j'ai compris, hein. Pour Mm. toi, le bruxisme, du coup, c'est le symptôme d'autre chose. Alors, Mm. est-ce que tu peux nous expliquer, du Ouais, coup, le bien sûr. symptôme de quoi? C'est quoi exactement? Quelles sont les causes physiologiques, Ouais. psychiques? On va faire un tour un peu de tout ça. Alors, de façon très terre à terre, déjà, on va voir un peu d'un point de vue pathologique. Il faut savoir que les patients si on fait de l'apnée du sommeil pendant la nuit, le bruxisme nocturne, tu vois, où on va serrer des dents, lorsqu'on fait de l'apnée du sommeil, le cerveau va demander au corps de se réveiller, va s'activer. C'est le mode de survie. Et donc, dans ces transitions, c'est-à-dire, hop, je fais de l'apnée, il faut réveiller le corps pour pouvoir reprendre de l'air. Le cerveau va envoyer des influx nerveux à tout le corps et notamment à la mâchoire, et il va y avoir un mouvement de la mâchoire qui va dégager les voies aériennes. Donc ça c'est un symptôme, tu vois, ça prévient justement l'étouffement entre guillemets. Ça peut aussi être dans les cas de reflux gastro-œsophagien, des remontées acides, ça va protéger, ça va contracter et donc éviter la pression qui va faire monter des reflux d'acidité. Donc ça, c'est d'un point de vue, on va dire, pathologique. La liste est grande, hein, on va pas tous les faire, mais les plus importants et Ouais. remarquables. Et puis après, il y a aussi ce côté très émotionnel. Le, le bruxisme, en fait, les muscles de la mâchoire sont reliés nerveusement à des parties du cerveau qui sont en lien, notamment avec l'hypothalamus, le système limbique, donc aux émotions. Et notamment aussi avec le tronc cérébral, donc tout ce qui est système nerveux autonome. Et quand il y a une stimulation à ce niveau-là, une émotion, euh, un stress, le cerveau va mettre en œuvre tout un système d'adaptation qui va permettre de gérer ce stress. Et notre mâchoire, ce bruxisme, comme on dit, qui est d'abord, on va dire, physiologique, nous permet de se protéger, d'emmagasiner, de décharger. C'est comme un déchargeur émotionnel. Ok. Donc typiquement, tu vois, on voit les patients qui sont énervés, enfin n'importe qui quand on est énervé, dans une discussion, une dispute, on va se serrer des dents. Et ça, c'est une forme de bruxisme. Ok. Et à quel moment ça devient problématique? Si c'est quelque chose de physiologique, à quel moment ça va devenir un problème? En fait, c'est problématique quand ça devient pathologique. C'est facile à dire, mais on en distingue trois étapes. Il y a d'abord le bruxisme physiologique de protection, qui est naturel en fait, qui est là pour nous aider, pour nous décharger, nous réveiller, comme on dit. Et puis après, il y a le bruxisme pathogénique. C'est-à-dire que ça commence à créer des symptômes, des douleurs, des tensions, des maux de tête Ok. aigus. Et puis ensuite, ça devient pathologique quand c'est tellement fréquent que là, bah, c'est les dents qui commencent à se casser, on a des douleurs chroniques, des cervicalgies. Et là, bon, bah, c'est un peu plus problématique parce qu'effectivement, on est obligé de traiter le symptôme pour soulager, mais aussi le, le roots, enfin l'origine. Et si tu veux, bah, plus on remonte, enfin plus on va loin dans la redondance du bruxisme, plus ça devient complexe parce que il y a beaucoup plus de symptômes à traiter et beaucoup plus de choses à prendre en compte. Ok. Donc pour toi, quand tu as un patient qui arrive, qui vient te consulter pour du bruxisme, que ça soit en tant que kiné, que ça soit dans le breathwork ou autre, euh, d'après toi, qu'est-ce que son corps il est en train d'exprimer? Est-ce que tu arrives à définir des grandes lignes ou qu'est-ce que tu observes globalement chez les patients qui viennent pour cette pathologie-là? Mhm. Cette pathogénie-là, tu les as peut-être au stade de la Ouais. pathogénie. Bon, en fait, c'est assez complexe, c'est un jargon, donc moi je parle de bruxisme parce que quand je Ouais. reçois un patient, en règle générale, le bruxisme, il est plus physiologique. Il est déjà pourvoyeur de symptômes, donc il est déjà pathologique, on va dire. Euh, Déjà, il y a des signes en fait qui marquent visuels, c'est-à-dire que quand le patient entre, au premier regard, on peut voir certaines choses, sa posture, sa façon d'être. Tu vois, simplement quand je demande la carte vitale et la prescription, je vois déjà, je sais pas, c'est mon intuition qui permet de me dire, ok, c'est peut-être un triage, mais je sais déjà comment orienter un peu les choses. Et puis après, il y a le déroulé du bilan, où là, je fais vraiment tous mes questions sur d'un point de vue physiologique, sur le sommeil, sur la mécanique, sur la personne. Et j'ai vraiment dans mon bilan tout un aspect très psychologique. Comment il vit les choses, quel est son rapport à sa vie professionnelle, sa vie personnelle, comment il vit son bruxisme, comment ça l'affecte, quelles sont ses attentes. Tout ça, c'est une dimension qui est assez importante. Et c'est comme ça que, de fil en aiguille, bah, j'arrive à voir.
ok, bah là, ça peut être intéressant de travailler telle chose ou telle chose. L'éducation du patient à ce que c'est le bruxisme aussi est un gros traitement en soi. Comprendre comment sa mâchoire fonctionne, comprendre pourquoi ça fait mal, tout ça, ça fait partie du traitement. Et donc, tu vois, en fonction de la personne, bah, je peux voir, bah, lui, il va être très stressé. Donc, il faut que je désamorce un peu les choses, il faut que je lui qu'il comprenne que bah, c'est pas forcément que son stress, mais qu'il a des méthodes pour pouvoir travailler tout ça et que le stress fait partie de euh, toute une panoplie d'origines, on va dire. Mm. Ouais, si je comprends bien, tu utilises le modèle qu'on appelle maintenant biopsychosocial Tout à fait. faire ton bilan et qui est déjà un modèle, je trouve, qui va mixer le corps et l'esprit. Parce que dans le bio, il y a le corps et dans le Mm. psychosocial, il y a quand même de l'esprit. Et du coup, comment tu pars, toi, justement, du bruxisme comme un phénomène physiologique? Comment tu arrives à justement le traiter avec la pleine conscience, la respiration, le breathwork, la méditation? Tu parles souvent du souffle comme d'un pont entre le corps et l'esprit. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi, justement, comment ça marche concrètement? Ok. Euh, alors, faut savoir que le bouddhisme, moi, j'ai une perception assez particulière. Je la divise en quatre dimensions. Tu as la dimension physique, la dimension de l'esprit, la dimension du cerveau et la dimension, enfin, on va dire neurologique, et la dimension de l'âme. Je vais pas m'étendre dessus parce que ça peut être assez long, mais globalement, pour pouvoir venir aider une personne sur son bruxisme, il faut venir chercher toutes ces dimensions. Donc tu as l'aspect mécanique avec la mâchoire, l'aspect du cerveau, de comprendre en fait comment notre cerveau agit et plutôt réagit. Et puis la dimension de l'esprit, c'est notre mental, notre ego, notre identification. Et finalement, la dimension de l'âme, mais ça c'est un peu plus profond, ça est dans l'ordre un peu plus spirituel. Mhm. On voit ça un peu comme un entonnoir où tu as les trois dimensions qui vont se rejoindre sur une quatrième qui est l'âme. Savoir que le bruxisme, c'est quelque chose d'automatique. On l'a vu juste avant, c'est le système nerveux qui va être impliqué dedans, et notamment le système nerveux autonome. Tout ça, c'est de l'ordre du réflexe, de l'ordre de la milliseconde. On n'a pas la perception de ça. Le schéma classique, c'est événement, stimulation, on a une perception qui est inconsciente, et on a une réaction en fonction de la perception de la stimulation. Tout ça, ça se passe de l'ordre du milliseconde, on n'a pas de contrôle dessus. Mais on n'a pas de contrôle sur la stimulation, mais on peut avoir un contrôle sur notre perception et donc a posteriori sur notre réaction. Quand on s'intéresse un peu à notre système nerveux autonome, on se rend compte que bah, on a tout, enfin, notre système nerveux autonome va régir, si tu veux, toutes nos conditions physiologiques, le battement du cœur, le rythme du souffle, le rythme, enfin, de la digestion, tous les systèmes physiologiques. Et donc le souffle, c'est notre porte d'entrée dans la mesure où on n'a pas le contrôle sur le cœur. On ne peut pas se dire bah, bat un peu plus lentement. On n'a pas le contrôle sur sa digestion. On n'a pas le contrôle sur son système lymphatique. Mais par contre, on a le contrôle sur est-ce que je respire lentement, est-ce que je respire rapidement, est-ce que je prends des gros volumes d'air. Et c'est en ça que d'un point de vue très pragmatique, très terre à terre, le souffle, c'est le pont justement entre notre esprit, notre corps et notre cerveau. C'est lui qui nous permet d'activer, de désactiver, de jouer, j'ai bien aimé l'image que tu as dit, la télécommande, de pouvoir Mhm. dire, ok, je prends le contrôle, en fait. Et Oui. non plus de réagir en fonction de la stimulation, mais je peux du coup agir et choisir vraiment, donner cette liberté de dire, bah, tiens, il se passe ça, bah, je vais faire ça. Et pas, il se passe ça, je fais ça. Ok. Et s'il y avait un... Est-ce que tu as un petit exercice pratico-pratique là tout de suite que les gens pourraient mettre en œuvre tout de suite pour justement reprendre le contrôle de leur respiration, peut-être pour les aider, je sais pas, de la pleine conscience ou Mhm. t'as un exercice Ouais, facile. il y a un truc hyper simple. Alors, je ne vais pas parler de cohérence cardiaque, de respiration carrée, c'est assez connu, hein, ça. J'ai failli parler de cohérence cardiaque, je me suis retenue. Non, mais c'est très bien, hein, j'invite vraiment à le faire, mais c'est très bien. En fait, la petite aparté, la cohérence cardiaque, la respiration carrée, c'est des choses qui sont très, euh,
C'est beaucoup dans la littérature scientifique. Donc, comme c'est très cadré, on inspire tant de chiffres, tant de secondes, eh bien, c'est reproductible. Donc, à partir de là, c'est validé, on peut l'utiliser. Mm. Un exercice qui peut être pas mal pour décharger le système nerveux, c'est de prendre deux inspirations et une longue expiration. C'est-à-dire que je vais venir à 100% de mon inspiration, augmenter encore de 10% et de relâcher. Et de vraiment laisser le souffle repartir. De le faire 2 ou 3 fois. Ça permet vraiment de décharger le système nerveux, d'activer le système nerveux sympathique, qui est plutôt le système nerveux de repos, de digestion, de détente, et de repartir, si tu veux, sur quelque chose de plus calme. J'aime bien prendre l'exemple de cette respiration, on l'appelle la respiration physiologique, mais je l'ai remarqué par exemple avec mon fils quand il s'endort, quand il est bien excité et qu'il ne peut pas s'endormir et qu'il commence petit à petit à descendre. Je sais que le moment où il va s'endormir, c'est quand je l'entends faire Ah, il y a comme deux un soupir. inspirations, voilà, c'est Mm. le soupir physiologique, deux inspirations et une longue expiration. Et là, je sais que ça y est, je peux faire ce que je veux, je peux partir, il s'est endormi. Est-ce que le soupir, à ce moment-là, on peut le rattacher à une activation du nerf vague? Parce que Tout le à fait. soupir, pour moi, c'est souvent un signe d'activation du nerf vague, Ouais. s'il est Alors, spontané. le nerf vague a cette propriété de vraiment détendre le corps. Quand on soupire, quand on allonge le souffle, parce que finalement, un soupir, c'est pas juste, c'est vraiment. Mhm. Et dans le soupir, il y a un allongement de la durée de l'expiration. Quand on allonge la durée de l'expiration, on stimule son système nerveux parasympathique et au travers du nerf vague. Donc oui, il y a forcément une relation. Et j'irai même un peu plus loin, c'est-à-dire que quand on soupire longtemps et qu'on respire avec le ventre, là on va activer le diaphragme et d'autant plus le nerf vague et le nerf phrénique. Et c'est là où on a une action supplémentaire sur le système nerveux autonome, Mhm. parasympathique qui détend. Ok. Alors, moi, je sais que tu lis énormément d'articles scientifiques. Tu es un peu comme moi à la base, comme sûrement beaucoup de kinés, on est très cartésien. Mm. Même si ça ne nous empêche pas plus tard de nous ouvrir à d'autres choses. Mais je sais que tu lis beaucoup de papiers. Et qu'est-ce que la recherche dit aujourd'hui du lien justement entre stress, en tout cas mental, bruxisme et respiration? Est-ce qu'il y a des découvertes qui t'ont marqué? Est-ce qu'il y a un article qui t'a marqué? Alors, oh, il y a plusieurs articles qui m'ont marqué et je retiens pas les noms, malheureusement il y en a trop, mais du Donne-nous coup, les idées, les grandes idées. Euh, globalement, alors juste pour préciser les choses, c'est que il y a très peu d'articles qui font le lien entre le bruxisme et la respiration, puisque le souffle conscient, la respiration consciente et même la méditation consciente, ce sont des techniques qui sont très récentes, donc de l'ordre, je pense, de 4 5 ans, ce qui est très peu à l'échelle de la science, entre guillemets. Et donc on retrouve très peu de littérature à ce sujet-là. Peut-être même, tu vois, par exemple, le souffle, je pense qu'il doit y avoir 2 ou 1 article sur 3 ans, quoi. Ok. Euh, Par contre, le lien entre la mâchoire, le mental, le bruxisme, la cognition, ça, il y en a plein. Et moi, ce qui m'a vraiment le marqué, c'est vraiment ce tournant où j'ai appris, en fait, voilà, c'était The Neurosubstrates of Bruxism. Donc, en gros, la neurophysiologie du bruxisme et de tout ce que ça impliquait au niveau cognitif, mais aussi des neurotransmetteurs, du fonctionnement cerveau et qui induisait petit à petit, de fil en aiguille, la cascade de réactions qui aboutit au bruxisme. Mm. Mais en tout cas, j'ai beaucoup aimé un de tes derniers articles qui disait que la mitochondrie était le lien entre le corps et l'esprit, Mm, littéralement. mm, Je trouvais ça génial parce que c'est vraiment... Alors, en tant que kiné, moi j'ai travaillé pendant 20 ans. Force est de constater que traiter uniquement le corps, ça ne suffit pas. Et on ouais, se rend compte que traiter le mental, ça donne une autre dimension, mais moi, j'avais pas forcément les liens justement entre les deux. Et encore une fois, en esprit cartésien, j'ai besoin d'avoir ces liens. Et cet article, moi, je l'ai trouvé très intéressant. Est-ce que tu peux nous l'expliquer un petit peu, ce lien, et pourquoi il y a la mitochondrie au milieu de tout ça? Juste pour expliquer, la mitochondrie, c'est le petit organite qu'on retrouve beaucoup dans les cellules qui sert à produire l'énergie. C'est un peu nos piles cellulaires, on va dire. mm.
Alors, faut savoir que cet article, je l'ai rédigé à la base d'un article qui était en lien, en fait, je l'avais lu à la suite d'une autre lecture, enfin de fil en aiguille, d'un père de l'épigénétique. Alors je me Mm. rappelle plus comment il s'appelle, Bruce quelque chose. Bruce Euh, Lipton, je voilà, pense. c'est ça, c'est exactement lui. Et donc il parlait, lui, il est beaucoup aussi là-dedans dans tout ce qui est énergétique et des fréquences et des vibrations, tout ça très bien documenté aussi. La mitochondrie, en fait, c'est le siège dans notre organisme de l'énergie, de notre énergie qui va produire, d'un point de vue chimique, l'adénosine triphosphate. C'est notre énergie qui va, notre carburant, entre guillemets. La mitochondrie aussi, pour produire ce carburant, a besoin d'oxygène, de respirer. Et donc, c'est des petits organites au sein de notre corps qui elles-mêmes respirent. L'énergie, quand on inspire, va procurer de l'énergie à ces mitochondries qui vont à leur tour créer de l'énergie. Donc, simplement en venant respirer, en ayant cette influence de perception de dire je vais inspirer, je vais absorber de l'énergie, on dirige notre énergie dans les mitochondries qui vont être distribuées dans notre corps. Pour faire le lien après avec l'esprit, c'est que dans notre organisme, il y a un peu comme le système nerveux, il y a des modes de défense, de survie, il y a des modes de relaxation, plus de régénération. Pour activer ces modes, pour alimenter ces différents modes, il faut de l'énergie, l'ATP. Donc il faut des mitochondries. Si la mitochondrie est trop occupée à venir alimenter, produire l'énergie pour alimenter notre système de défense, de survie, enfin voilà, eh bien, il faut pouvoir aussi alimenter le système qui est de régénération. Mais sauf que l'énergie est tout allouée vers l'autre système, celui de défense et de survie. Alors il y a forcément un déséquilibre de balance. On est moins en régénération, donc on est moins dans, on va dire, tout ce qui est pas rajeunissement, mais plutôt de récupération. On va être plus fatigué, notre système immunitaire va être amoindri. Et par contre, tout est alloué pour, bah, je suis en éveil, je suis en alerte vers une agression. Mais aujourd'hui, on n'est plus attaqué par un dent à tigre de sable. Enfin, c'est l'agression, elle est minime, mais la redondance de l'agression fait que on est préparé à tout. Notre cerveau ne fait pas la différence Mm. du fait de la malléabilité et de la redondance, en fait. Voilà Donc, comment le stress accélère le vieillissement. exactement. Mm. Et si tu veux, bah, du coup, c'est notre perception, c'est notre esprit de voir comment on voit les choses, les événements qui vont activer, du coup, notre système de défense et de survie. Et donc, si on redescend, vont influencer sur les mitochondries. Leur dire, ah, bah tiens, dirige l'énergie à tel niveau et pas ici. Mm. Donc c'est là où l'esprit va influencer la mitochondrie. Pas de façon directe, mais de façon indirecte. Ouais. De toute façon, dans le corps, c'est un jeu de connexion, de lien, et c'est ça un peu la beauté du corps, c'est son intelligence aussi, de comment il va façonner pour essayer de nous réguler et pouvoir survivre et vivre, tout simplement. Les mécanismes de régulation du corps, c'est impressionnant. Mm. C'est d'une complexité et d'une beauté. Bah, toi qui es dans le microbiote, tu connais bien ça aussi, tu Ah vois, donc bah ouais, c'est... ouais. Mais la mitochondrie, même la Mm, mitochondrie, hein, c'est elle aussi qui va décider si tu brûles des glucides, si tu brûles des lipides. mm. La mitochondrie, elle est vraiment au cœur de la santé métabolique et donc apparemment aussi au cœur de la régulation du système nerveux autonome. Tout à fait. C'est vraiment... c'est un peu... je le vois un peu comme si l'univers avait placé en nous des des petits agents en fait qui vont nous aider, qui sont là, des petits anges gardiens en fait. Mais il faut en prendre soin. Et c'est à nous d'en prendre soin, de les chérir et de faire en sorte qu'on leur apporte le nécessaire, tant au niveau cognitif, tant au niveau du bien-être, de l'esprit, mais aussi du souffle, de l'hydratation, tout ça, pour que bah, finalement, petit à petit, on soit bien en fait, Ouais, en bonne complètement, santé. complètement. L'hygiène de vie, on en revient toujours Mm, à la base. c'est ça. Et dans tout ça, si tu devais résumer, qu'est-ce que le bruxisme nous dit de notre façon de vivre aujourd'hui? Alors, je fais un raccourci, mais de plus en plus de personnes font du bruxisme pathologique ou pathogène.
Et ça, pour moi, c'est la représentation d'une société qui est malade. C'est-à-dire qu'on vit aujourd'hui dans une société qui nous déconnecte de notre corps. Donc il y a vraiment cette dissociation entre le corps et l'esprit. Et cette dissociation fait que on n'est plus à l'écoute de notre corps, pas au sens ah ben tiens j'ai mal, il faut que j'aille consulter, mais plutôt de notre corps profond, notre système, nos émotions, notre état, entre guillemets. Et enfin, je me rappelle plus de ta question. Qu'est-ce que le bruxisme dit Oui, de notre ouais. façon de vivre aujourd'hui? Et donc, bah voilà, c'est dans la continuité. Ça montre, tu vois, comme le bruxisme, c'est vraiment ce côté, ce symptôme de un état, ça reflète un état de mal-être. C'est là où ça devient problématique. Eh bien, simplement, pour moi, c'est le reflet d'une société malade. Ouais, complètement. La société malade. Et il n'y a pas que le bruxisme, malheureusement. Non, Mais ça fait partie d'un tout. Il y a un c'est parce qu'on a médicament. tellement dissocié la santé physique de la santé mentale Hum, que, ce que je disais tout à l'heure, en étant kiné, pendant longtemps, j'ai essayé de soigner le corps en me rendant bien compte que c'était pas toujours suffisant. hum, hum. Ok. Et toi, est-ce que tu as un rituel quotidien, Euh, corps-esprit? Alors, mon rituel quotidien, c'est du souffle. En fait, avec le travail, dès que j'ai une pause, je me mets là-dedans. J'essaie d'avoir au moins 20 minutes. 10 minutes de sport, qu'importe, des exercices, traction, abdos, enfin, de revenir au corps. Et 10 minutes de respiration ou de méditation. Donc ça, j'ai pas d'heure fixe, c'est vraiment dans la journée, mais j'essaie de l'avoir tous les jours. Et le rituel, c'est le bain froid. C'est la douche froide tous les jours, tous les matins. Ça, je peux pas m'en passer maintenant. C'est quelque chose qui me ramène vraiment dans le corps, qui me fait travailler le souffle, qui me fait travailler mon esprit et qui me ramène dans l'instant présent. Eh ben justement, tiens, parlons de la douche froide. Est-ce que tu as des tips pour réussir à mettre ça en place? Parce que moi aussi j'en parle, moi aussi je la pratique, mais j'avoue beaucoup plus facilement en été qu'en hiver, parce Mm. qu'il y a un moment donné où ça devient vraiment inconfortable, et je le vois chez beaucoup de femmes que j'accompagne aussi. Est-ce que tu as une astuce pour réussir à tenir ça toute l'année? Pour tenir ça toute l'année, Mhm. je pense que l'astuce la plus, enfin, la plus intéressante, ça serait que quand c'est inconfortable, c'est là qu'il faut y aller. Faut apprendre à aimer l'inconfort. Exactement. Parce que c'est vraiment là où ça, dans notre cerveau cognitif, ça switch. C'est là où il y a des réseaux de neurones qui vont se créer et que c'est là où, dans notre perception, je reviens toujours à ça, que ça va changer, ça va se transformer. Et c'est là où on va commencer à apprendre à dire, bah, ok, moi, ça arrive encore, hein, qu'il y a des matins où je me dis, ouais, il fait un peu froid, mais je sais que derrière, au bout, ça va être top. Et je sais que je le fais pour moi, je sais que ça fait partie de ma routine, ma discipline, et je réfléchis plus. Je prends une inspiration, je souffle, on y va. Ok. Bon, et ben il n'y a plus qu'à alors. Mm, Et dans ton parcours, on a vu kiné, spécialisation maxillofaciale. Euh, le breathwork, est-ce que tu peux nous en parler un peu? Parce que c'est un terme qu'on entend beaucoup, ça devient à la mode. mm, Et finalement, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ne sait pas vraiment ce que c'est que le breathwork ou que la méthode Wim Hof dont tu as parlé tout à l'heure. ouais. Alors, le breathwork, en fait, c'est un peu pour moi, un fourre-tout. Si je devais le traduire en français, c'est la respiration consciente. Il y a plein de techniques, tu vois, il y a plein de breathwork, l'hypnotique, la vivification, l'holistique, enfin bref, il y a énormément de breathwork, mais c'est simplement plein de types de respiration, et la séance, elle est designée autour d'une respiration. Et si je devais parler d'une seule respiration, c'est la respiration circulaire consciente. C'est celle qui régit un petit peu tous les breathwork. Et cette respiration circulaire consciente, elle a d'abord une vertu, si tu veux, de régulation du système nerveux, comme on a pu le voir, la télécommande. J'active, je désactive le système nerveux. Ça a cette vertu aussi de régulation émotionnelle, du coup, puisque quand on respire vite, on commence à stresser et selon comment on accompagne, on peut avoir justement des libérations émotionnelles, des choses qui sont enfouies en nous, qui on ne sait pas pourquoi, bah, ça va faire remonter des choses. Ça peut être impressionnant même, il me semble, Ouais, parfois. Ouais. très 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 impressionnant. Ça peut faire peur si on est en tant que facilitateur, si on accompagne et qu'on n'est pas préparé.
On se dit, oh là, qu'est-ce qui se Mhm. passe? Mais bon, après, ça fait partie du process, donc on sait que ça peut arriver. Globalement, en fait, le, le breathwork, la respiration consciente, ça t'amène dans un état de transe consciente, un état de conscience élargi. C'est-à-dire que tu augmentes ta sensibilité externe, mais aussi interne. Dans cette transe consciente, et c'est important le mot consciente, c'est que tu peux décider de sortir de cette transe. Il suffit de calmer ta respiration. Tu es toujours conscient de ce qui se passe. Donc tu peux avoir des visions, tu peux avoir des insights, tu peux avoir des choses du passé qui remontent. Il y en a qui parlent de transgénérationnel. Tu peux avoir des pleurs, des cris, tu peux avoir beaucoup d'amour. Tu as énormément de choses qui se passent dans cette transe. Toi, Et il puis paraît que tu chantes, non? Hmm. Toi, il Ouais, paraît que tu chantes. maintenant je chante, effectivement. Je chante, je m'amuse, quoi, on va dire. Mhm. Euh, et puis d'un point de vue très terre à terre aussi, le breathwork apporte toute cette possibilité, peut-être une forme de transformation cognitive, amélioration des performances cognitives, de la récupération sportive, amélioration du sommeil, de l'oxygénation, amélioration de la gestion des émotions, des états de stress. En fait, pour moi, c'est ça qui a été assez game changer, si tu veux, c'est que avec la simple respiration, j'ai énormément de bénéfices. C'est plus que la loi de Pareto. Pareto. Pareto, moi je dirais même que c'est du 10-90, tu vois. Ouais. Ok. Ok. Et ben maintenant que tu nous as parlé de tout ça et que tu nous as donné envie de tester, comment on fait si on veut travailler avec toi, si on veut faire des séances de breathwork ou s'il y a des patients atteints de bruxisme qui aimeraient travailler avec toi? Alors, moi j'ai une double pratique, c'est-à-dire que je fais de l'hypnotique breathwork. Donc là, c'est une séance de breathwork designée pendant 2 heures, qui dure 2 heures, où c'est vraiment tout ce qui est régulation du système nerveux, libération émotionnelle. Je suis basé à Paris, donc il y a des ateliers en présentiel de groupe ou individuel. Je mets aussi en place du breathwork online, donc vraiment basé sur ce type de séance. Donc là, il suffit de me joindre sur Instagram, de voir, je propose des dates, des ateliers comme ça. Mm. Chaque format a son avantage. Il n'y a pas de désinconvénience et ça correspond en fonction de la personne. Et puis après, il y a Sanctuaire. Sanctuaire, c'est l'espace que j'ai créé. C'est un rendez-vous hebdomadaire de respiration circulaire consciente où les gens viennent pour se faire du bien, pour commencer à travailler, mais vraiment tout en douceur sur soi. Et ça, c'est vraiment un truc qui est plutôt pas mal parce que il n'y a pas de comparaison. On est tous là vraiment sur un truc très collectif et on vient, on respire, quoi, tout simplement. Un peu une D'accord. Sanctuaire, méditation. c'est en ligne ou c'est en présentiel? Ah, c'est en ligne, c'est en ligne. En ligne. C'est en Je ligne, donc on est chez remettrai, soi. ouais, je remettrai dans la description tes Hmm. réseaux sociaux, Hmm. ton site internet et comment te joindre Ouais, pour, pour les patients ou même non patients d'ailleurs, hein, ça s'adresse pas que c'est pour tout aux le monde. personnes qui ont des pathologies, Hmm. heureusement. Moi, C'est je pour tout le monde. considère, et puis c'était marrant parce que hier, je faisais un atelier et la personne me disait, et j'étais d'accord, que tout le monde devrait le faire. On vit aujourd'hui dans une société qui nous freine mentalement, qui Mm. nous crée, si tu veux, une forme d'ego, de protection. Il faut pas pleurer, il faut pas crier. Par contre, il faut, tu vois, c'est un peu le- comment dire, mais on prône la joie, la bonne humeur, etc. Mais on a besoin d'avoir aussi cette libération de pouvoir s'exprimer, qu'importe l'émotion en fait. Mm, mm. Et quand on a cet espace, quand on s'exprime dans toutes ces émotions, c'est là qu'on est vraiment aligné, Mm. si on veut utiliser le jargon. Ouais, et puis au-delà de ça, on est dans un monde qui vit à 100 à l'heure et c'est Mm, difficile de pas se laisser happer par cette inertie-là. Et mm, on a tout à fait. des to-do list à rallonge, on a de la charge mentale. C'est Mm, difficile d'échapper à tout ça. Donc, avoir un moyen d'exprimer et bah, redescendre, en fait. C'est le mot qui me vient, c'est vraiment mm, faire redescendre la pression. Je pense c'est le ça, breathwork, ça peut être une bonne technique. tout à fait. Ok. Et toi, c'est quoi si tu avais un message à faire passer aujourd'hui, ça serait quoi? Ah, tu m'as pris au piège là. Alors, Si là, tu veux, c'est quoi que t'aimerais, ouais. c'est quoi l'obstacle que t'aimerais
J'arrive pas à formuler. Non, mais je vais répondre à ta question. Moi, il y a un message en fait. Aujourd'hui, si je me suis lancé dans tout ça, c'est parce que je pense vraiment sincèrement que le monde va mal. Enfin, on le voit, la société va mal et qu'on se déconnecte beaucoup plus de notre nature. Quand je parle de nature, c'est que on est tous protégés par notre ego, les comparaisons, les préjugés, et on a tous ces émotions qui nous enfoncent en fait, et nous dissocient de notre esprit, de notre âme. J'invite vraiment à n'importe qui, mais tout le monde devrait le faire, à venir chercher à faire ce travail profond en fait, à l'intérieur de soi, avec la méditation, la respiration, en se faisant accompagner, peu importe. Parce que quand on enlève tout ça, tout cet ego, quand on dissout, qu'on libère ses émotions, qu'on libère tout ce qu'il y a en nous, qu'on se donne l'autorisation en fait d'être qui on est, de vivre, d'expérimenter le vivant, alors on se rapproche vraiment d'une nature qui est profonde de notre âme. Et c'est de là où justement va émerger, je trouve, de l'amour, de la gratitude et que des choses qui font du bien. Donc vraiment, j'invite vraiment, c'est ce travail profond qui va permettre, si tu veux, aux personnes de dissoudre des maladies chroniques, des pathologies, des choses comme ça, et en fait de renouer, si tu veux, avec notre essence, notre humanité. Eh ben, trop bien. Tu as réussi à répondre à la question que je n'ai pas réussi à formuler. Trop bien. En tout cas, moi, ce que je retiens de tout ça, c'est que le bruxisme, c'est pas qu'un problème de mâchoire, encore moins de dents, c'est vraiment un signal, et tu as même utilisé le mot symptôme, c'est vraiment un Mm, symptôme du corps. Que la respiration, c'est un outil simple et puissant pour apaiser le corps presque par le biais de l'esprit. En tout cas, la respiration, ça fait le pont entre le corps et l'esprit. Et la troisième chose que je retiens, c'est que prendre conscience de son corps, c'est justement se donner les moyens ou même la chance de prévenir ou de guérir des maladies. ouais, En tout alors cas, pas de toutes les les maladies, améliorer. hein. Ouais. En tout cas, de les améliorer. Voilà. Oui, Ouais. non, on va pas dire qu'on guérit toutes les maladies, c'est pas du tout le message, mais en tout cas, au moins de faire de la prévention C'est ça. et du traitement. Mm. Ok, super. C'est- Eh ben, je c'est- remets. Oui, vas-y. tu vois, juste pour rebondir un peu dessus, c'est de s'intéresser à son corps et à son esprit, c'est s'ouvrir un espace où la santé pleine va émerger. Ouais, c'est encore mieux dit comme ça, Voilà. carrément. Ah ouais. Carrément. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, le mode de Mm, vie, l'hygiène de vie, hyper important pour garder son capital santé. Et on pourrait dévier sur l'épigénétique, justement, mm, qui est directement liée à l'hygiène de vie. On peut influencer complètement, l'expression de nos gènes par notre mode de vie. complètement. Ça serait un autre sujet encore. Mm. Ce sera peut-être l'occasion de faire un autre Bah ouais, épisode. moi ça me ferait plaisir, je pourrais en parler des heures. Ouais, ça marche. Et ben, en tout cas, merci beaucoup Merci d'avoir à toi. répondu à l'invitation. Tu es le premier sur cette série de vidéos que Bah, je vais faire sur le lien entre le corps et l'esprit. je On en suis avait honoré. déjà parlé il y a un moment donné, ça s'était pas fait, mais ça m'était resté dans un coin de la tête. Mm, C'est que ça devait être fait, et c'est fait. Et c'est super. bon. Merci à toi en tout cas. Eh ben, merci à toi, je te souhaite une bonne journée.